Cleveland, le 5 septembre 1934. Un ouvrier se promène sur la plage de Clyde. Dans le sable, l'homme aperçoit une forme à moitié enterrée. Un vêtement? Un seau laissé par un enfant? Non, c'est un torse de femme. Ce corps est le premier d'une longue série. Dans Kingsbury Run, le fossé qui traverse Cleveland, des dizaines de morceaux de corps seront déterrés. À partir de 1934, Eliot Ness, le célèbre incorruptible chargé de l'enquête, tombe sur un ennemi insaisissable, bien plus retors que la mafia. Un serial killer sans visage, Torso, le boucher de Cleveland. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux quatre coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. La terrible saga de Torso, le boucher de Cleveland, commence donc le 5 septembre 1934. La police arrive au plus vite sur la plage. Sous le choc de la victime, il ne reste que le torse. Signe particulier, la peau de la femme est décolorée par un conservateur chimique. Impossible d'identifier le corps. Un an plus tard, le 5 septembre 1935, des enfants jouent dans le Kingsbury Run. À 10 mètres de profondeur, ils tombent sur un trésor macabre. 2 hommes nus, décapités, émasculés. Une coloration chimique rougeâtre est visible sur la peau du plus vieux. Seul le plus jeune est identifié. C'est un ancien taulard bisexuel au casier judiciaire chargé, Édouard Andrassy, âgé de 29 ans. Le tueur ne s'arrête pas, on est si loin de sa piste. Un matin de janvier 1936, il a même l'audace de faire une blague funèbre à un boucher, un vrai. Il dépose dans sa réserve, dissimulé dans un panier, des restes de viande humaine. Il est moins une avant que le boucher ne se saisisse de la marchandise pour la travailler. Le tueur se joue de tous. Il a même pris soin de placer les autres parties du cadavre dans un bâtiment abandonné à quelques pâtés de maison de là. Il dirige le jeu de piste. La police est à la traîne, mais les légistes parviennent cette fois à reconstituer le puzzle anatomique. Ils identifient la victime. C'est une prostituée de 41 ans, dénommée Florence Polillo. 4 mois plus tard, le 5 juin 1936, le boucher dépose une tête dans le Kingsbury Run. C'est un message pour dire « Alors, vous ne m'avez toujours pas trouvé ?» Le lendemain, des employés des chemins de fer découvrent un nouveau corps entièrement tatoué. 1 mois et demi plus tard encore, le 22 juillet 1936, un cadavre est retrouvé. Les découvertes se multiplient et les indices sont maigres, terriblement maigres. Aucun corps n'est identifié. La police n'a pour ainsi dire pas avancé, aucun suspect, la population panique et la saga infernale continue comme une épidémie. Le 10 septembre 1936, un clochard aperçoit des parties de corps flottantes dans un étang du Kingsbury Run, qui seront plus tard repêchés par les plongeurs de la police. La tête, les bras, les parties génitales sont manquantes. Nous en sommes à la 7e victime. Mais pour la première fois, les enquêteurs reconnaissent une corrélation entre tous ces crimes. L'œuvre est assurément celle d'un seul homme. Les inspecteurs Merillo et Zalewski sont désignés pour plancher sur l'affaire. Il faut absolument mettre fin à la chronique morbide de Cleveland.
Mais les cadavres se ramassent à la pelle et le tueur reprend sa comédie meurtrière. Il défie les autorités. À chaque fois, le boucher envoie indirectement des avertissements à la police. En 1937, il place la partie supérieure d'un torse de femme sur la plage d'Euclide, à l'endroit même où l'affaire commença 3 ans plus tôt. Le message est clair. Ohé, réveillez-vous, cela fait 3 ans. Le 6 juin, c'est le squelette décapité d'une femme noire qui est découvert sous un pont du Kingsbury Run. Ce crime-là est ancien. Le boucher veut montrer qu'il a une sacrée expérience maintenant. Il adopte même de nouvelles techniques pour dérouter et varier les plaisirs. Le 7 juillet 1937, les policiers repêchent des membres d'un corps sans tête dans la Cuyahoga River. Le 8 avril 1938, dans cette même rivière, une jambe gauche de femme fait surface. 3 semaines plus tard, d'autres bouts de corps, enveloppés dans de la toile d'emballage, remontent. Toujours pas de tête et un vrai sens de la mise en scène. Finalement, après le sable, le fossé, l'eau, le boucher choisit une décharge pour jeter ses dernières victimes. Le 16 août 1938, près du lac d'Erié, une femme découpée en morceaux et un homme sans tête, sans mains, sans pieds sont déterrés. Tant que les corps ne sont pas identifiés, la tâche est extrêmement compliquée pour les enquêteurs. Le seul point commun entre ces meurtres est le mode opératoire du tueur, le découpage des corps, l'obsession pour les torses surtout. Mais quel est le mobile? Comment sont choisies les victimes? Mystérieusement, après 4 ans de terreur en 1938, plus de cadavres. Que se passe-t-il? Le tueur est-il mort? A-t-il fui? L'affaire n'est pas résolue. La menace est là. Elle planera sur la ville tant que le meurtrier ne sera pas derrière les barreaux. Janvier 1939, coup de théâtre. Le monstre n'est pas mort. Le journal local, le Cleveland Press, publie un scoop. Une lettre du tueur, postée depuis Los Angeles, est adressée au chef de la police. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, car je suis parti pour passer l'hiver au soleil de Californie. Ça m'a fait mal au cœur de devoir opérer ces personnes, mais la science se doit de progresser. Je vais stupéfier le monde médical. Mon dernier cas fut une réussite. Je sais maintenant ce qu'ont éprouvé Pasteur, Taureau et les autres pionniers. On me dit fou et boucher, mais la vérité éclatera un jour. Le tueur serait-il un nouveau Jacques l'Éventreur? Un fou qui se targue de sauver le monde en tuant des innocents? Un médecin frustré en quête de gloire? Cette lettre est une bombe pour les autorités. Il faut réagir. Ness et toute son équipe de justiciers implacables sont ridiculisés par cette affaire. Sous la pression, l'enquête connaît alors un rebondissement à Cleveland le 5 juillet 1939. Des enquêteurs du bureau du shérif arrêtent un slave de 52 ans, Frank Dolezal. Enfin, un suspect à se mettre sous la dent. Il avoue les meurtres d'Andrassy et Polillo. Pourtant, de nombreux détails clochent. Puis le suspect se rétracte. Il dit avoir subi des violences policières durant l'interrogatoire. De toute façon, les preuves ne tiennent pas la route. 1 mois et demi plus tard, Frank Dolezal est retrouvé pendu dans sa cellule. L'enquête conclura à un assassinat déguisé en suicide. L'inculpé aura été roué de coups avant d'être pendu à un crochet. Plus personne ne le considérera jamais comme un suspect sérieux. L'espoir est enterré
et le boucher de Cleveland, toujours en liberté. En 1940, 3 corps sont retrouvés dans un wagon de train abandonné. L'une des victimes est James Nicholson, 30 ans, un ancien taulard du Wisconsin. Détail troublant, le meurtrier a gravé le mot nazi sur la poitrine de Nicholson. Le Z est à l'envers. Rien à voir avec les pratiques de notre serial killer. La police ne s'embarrasse pas et rattache ses crimes à Torso. 10 années plus tard, le 23 juillet 1950, on retrouve le corps démembré et émasculé d'un homme près de Kingsbury Run. La victime est Robert Robertson. Cette fois-ci, tout concorde avec le mode opératoire du boucher. Pas de doute, il court toujours. Il est prêt à frapper à tout moment, vivant et actif, introuvable. Pour l'instant, le boucher n'est pas identifié. 16 ans de crime restent impunis, mais le fantasme sera tel qu'on lui attribuera même le crime d'Elizabeth Short, le célèbre Dahlia noir, en 1947. Une thèse qui ne tient pas la route, c'est certain. Reste une dernière piste, celle du héros local, l'incorruptible Elliot Ness, vainqueur des terribles guerres des gangs de Cleveland. Ness prétend avoir identifié le boucher en 1938. Il a interrogé un suspect qu'il désigne sous le pseudonyme de Gaylord Sundheim, un jeune étudiant en médecine, homosexuel, membre d'une riche famille de Cleveland. Le présumé coupable aurait échappé à la justice en se faisant interner volontairement dans un asile psychiatrique. Sans relâche et jusqu'à sa mort en 1940 ou 1941, Sundheim aurait harcelé Ness de lettres, de menaces, remplies de propos obscènes. Mais Sundheim aurait-il réellement pu être le boucher de Cleveland? Difficile à dire. Comment dans ce cas expliquer les crimes postérieurs à 1940? Et si Ness est sûr, en 1938, d'avoir identifié le boucher, pourquoi laisse-t-il la police s'enfoncer dans la piste d'Olezal en 1939? Beaucoup de doutes subsistent. L'incorruptible a échoué dramatiquement devant Torso le boucher de Kingsbury Run. Une chose est sûre, personne n'a jamais payé pour tous ces crimes. Et à ce jour, l'énigme reste totale. Qui déterrera un jour la vérité ?